À 1 heure du matin, j'ai été jetée hors de chez moi, pieds nus, mouillée, tremblante. J'ai supplié un inconnu de m'aider. Il m'a regardé dans les yeux, a sorti son téléphone et a commencé à me filmer. Mon mari a claqué la porte et éteint les lumières. Je suis restée là, enroulée dans une serviette, en larmes, pendant que le vigile riait et me filmait aussi. Personne ne m'a aidée, mais tout le monde a regardé. Et maintenant, ils n'oublieront jamais ce qui s'est passé ensuite. Avant de tout vous raconter, merci de soutenir cette chaîne. Aimez, partagez, abonnez-vous. Si vous vous êtes déjà sentie insignifiante, brisée ou totalement seule, sachez que vous ne l'êtes plus. Je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans. J'étais enseignante, une femme discrète, disait-on. On me disait chanceuse. J'avais un mari séduisant, Gareth, un homme riche dans l'immobilier. De l'extérieur, notre vie semblait parfaite, mais derrière les portes fermées, c'était tout le contraire. Un jour, j'ai trouvé du rouge à lèvres rouge vif dans la voiture de Gareth. Je n'en porte jamais. Quand je lui ai posé la question le soir, il a explosé. Il m'a crié dessus, disant que j'étais ingrate. Puis il a hurlé « Je paye pour tout, dégage !» Je venais de sortir de la douche. J'étais encore mouillée. Il m'a traîné jusqu'à la porte et m'a poussé dehors, pieds nus, juste en serviette. Dehors, il faisait froid. J'étais sous le choc. Le vigile, Dean, n'a rien fait. Il a ri et a sorti son téléphone pour me filmer. Je lui ai demandé « S'il vous plaît, est-ce que je peux juste m'asseoir à l'intérieur ?» Il a secoué la tête. « Tu l'as bien cherché. » La porte a claqué. Les lumières se sont éteintes. Personne n'est sorti. Personne n'a parlé. Ils ont juste regardé. Je ne savais pas où aller. Je n'avais rien. Pas de téléphone. Pas d'argent. Je n'existais plus. On m'avait effacée. Je me suis assise sur le trottoir froid pendant des heures, tremblante, en larmes. Pas une seule personne ne s'est arrêtée. Personne ne m'a demandé si ça allait. Je ne m'étais jamais sentie aussi invisible. J'étais juste une femme en serviette. Et c'est tout ce qu'ils voyaient. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. Car après cette nuit, quelque chose a changé en moi. Et ce qu'ils m'ont fait, je leur ai fait regretter toute leur vie. Je me suis cachée derrière une benne à ordures pendant des heures. Ma peau était encore humide, l'air froid mordait à travers la serviette. Je me suis recroquevillée, espérant ne pas être vue. Les larmes coulaient, se mélangeant à la saleté de mon visage. J'ai appelé ma sœur, même si on ne se parlait plus depuis des années. Elle n'a pas répondu. J'ai réessayé. Toujours. Rien. J'ai envoyé des messages à 2 vieilles amies. Pas de réponse. J'étais seule. Je n'étais pas censée survivre à ça. Vers 5 heures du matin, la rue était silencieuse. Juste le bruit d'un balai sur du carrelage. Une femme de ménage d'environ 50 ans m'a aperçue. Elle s'appelait Marthe. Elle ne m'a pas posé beaucoup de questions. Elle m'a simplement regardée. Puis est partie. Je pensais qu'elle allait appeler la sécurité. Mais non. Elle est revenue avec un vieux sweat gris et un billet de 5 $. Le bus passe à 6 heures, a-t-elle dit en glissant le billet dans ma main. Ne reste pas ici. Les gens comme lui ne s'arrêtent jamais. Je ne me souviens pas du trajet vers le foyer, mais je me souviens de l'odeur en entrant. Aigre, mélange d'urine et d'eau de javel. Les lumières trop vives, le sol collant. La femme à l'accueil n'a même pas levé les yeux. Non, j'ai donné mon 2e prénom. Je ne voulais pas être retrouvée, pas même par moi-même. On m'a donné un lit de camp, une couverture fine et un petit casier. Autour de moi, des femmes aux yeux fatigués, avec des bleus et du silence. Certaines regardèrent le plafond, d'autres, rien du tout. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais là. Elles savaient déjà. Le matin, je me suis regardée dans un miroir fendu des toilettes du foyer. Je ne voyais plus une personne, juste de la peau, des os et de la tristesse. J'ai pensé revenir en arrière, m'excuser, faire comme si rien ne s'était passé. Peut-être que Gareth me laisserait rester, le temps que je trouve une solution. Mais je me suis souvenue du bruit, de la serrure, des rires du vigile, des gens qui filmaient. Je me suis souvenue du froid, du silence, de la honte. Et j'ai compris, personne ne viendrait me sauver. Ni mon mari, ni ma famille. Personne. Alors j'ai décidé de me sauver moi-même. Je ne savais ni comment ni quand. Mais devant ce miroir cassé, j'ai fait une promesse silencieuse. Il pensait m'avoir détruite. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Il m'appelait son ange dans notre vidéo de mariage. Gareth souriait largement en soulevant mon voile. On avait l'air parfait. Tout le monde disait qu'on était le couple de rêve. Je le croyais aussi, à l'époque. Mais aujourd'hui, je vois les signes. Il a commencé petit.
Il disait « Ta sœur ne nous comprend pas vraiment. Pourquoi tu laisses ta mère te stresser comme ça ?» Je croyais qu'il voulait juste me protéger. Mais petit à petit, j'ai vu moins ma famille. Il disait que c'était mieux ainsi. Moins de drames, plus de paix. Puis, il a visé mon travail. J'aimais enseigner. Mais Gareth disait « Pourquoi travailler si dur? Je peux prendre soin de nous. » Je ne voulais pas arrêter. Il m'a embrassé sur le front. « Je veux juste te gâter. Tu n'es pas comme les autres femmes. Tu es douce, gentille, tu mérites du repos. » J'ai cédé. J'ai donné ma démission. Et j'ai laissé le seul endroit où je me sentais encore moi-même. Bientôt, je n'avais plus de compte bancaire à moi. Il disait que c'était plus simple que tout passe par lui. Il m'a donné une carte prépayée et m'a dit de ne pas l'ennuyer avec l'argent, sauf si c'était important. Il me félicitait quand je restais silencieuse pendant les disputes. Il disait que j'étais fidèle quand je fermais les yeux sur ses mensonges. Tu es différente des autres. Tu me fais confiance. Je croyais que ça voulait dire qu'il m'aimait profondément. Aujourd'hui, je sais, il voulait juste s'assurer que je ne partirais jamais. Avec le temps, j'ai cessé de faire mes propres choix. Je demandais la permission pour m'acheter des chaussures. J'ai arrêté d'appeler mes amis. J'ai changé ma façon de m'habiller. Il n'aimait pas certaines couleurs, certaines coupes. Je voulais lui plaire. Je voulais éviter les conflits. Mais quelque part en chemin, j'ai disparu. Ma voix, ma confiance, mes rêves, tout s'est éteint. Je n'étais plus qu'une ombre de moi-même, invisible dans ma propre vie. Et il a fallu que je sois jetée à la rue, en serviette, pour voir enfin la vérité. Ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. 10 ans de mensonges. Le lendemain, j'ai essayé d'appeler mon opérateur pour récupérer mon numéro. Ils m'ont dit que le compte avait été fermé par le titulaire principal. Gareth. Mon nom n'apparaissait même plus. J'ai essayé d'accéder à notre compte joint. Le bulletin, mot de passe, ne fonctionnait plus. La banque m'a dit que le compte avait été gelé pour des raisons de sécurité. Encore une fois, je n'étais pas autorisée. Je n'existais plus. Pas de téléphone, pas d'argent, pas d'adresse, pas d'identité. Je vivais dans un sous-sol prêté par une femme du foyer. Les murs étaient humides. Le matelas fin. Une ampoule unique clignotait en bourdonnant. Je me sentais comme un fantôme. Puis, j'ai vu ce que Gareth avait posté en ligne. Merci de prier pour nous en cette période difficile. La crise mentale de Chloé a été dure pour nous tous. Merci de respecter notre intimité. Et d'un clic, il avait inversé le récit. Les commentaires affluaient. Pauvre gars, j'espère qu'il va bien. Elle a l'air instable. Typique, la femme folle. Je suis restée figée devant l'écran. Il ne m'avait pas seulement exclu de ma vie. Il m'avait remplacée par un mensonge. Et tout le monde l'a cru. Personne ne s'est demandé où j'étais. J'ai hurlé dans l'oreiller, jusqu'à en avoir mal à la gorge. Je voulais exploser le téléphone. Je voulais qu'on me voie enfin. Mais personne ne regardait. Il m'avait supprimé en quelques clics et personne n'a vérifié la vérité. Je n'étais pas juste seule. J'étais effacée. Puis, la vidéo est apparue sur TikTok 3 jours plus tard. Je ne l'avais pas encore vue, mais je l'ai ressentie. Les gens au foyer me regardaient différemment, en chuchotant. Un soir, une bénévole m'a tendu son téléphone. « C'est toi ?» Je suis restée pétrifiée. C'était moi, pieds nus, mouillés, en larmes, suppliant le vigile. Bien sûr, il avait filmé. La légende disait « Femme folle, jetée dehors par son mari ». Elle avait plus de 2 millions de vues. Les commentaires étaient pires que le froid. « Burke, où est sa dignité ? Elle a dû le mériter. Elle aurait dû mieux choisir. On dirait qu'elle est droguée. Je me suis enfermée dans les toilettes du refuge et j'ai vomi dans la cuvette style station-service. Mes genoux ont heurté le carrelage. Mon corps tremblait. Je n'arrivais pas à croire que c'était ma vie. Je n'avais plus rien. Et maintenant, je n'avais même plus de vie privée. Des inconnus riaient de ma douleur, transformant mon traumatisme en divertissement. J'avais l'impression de me noyer. Et tout le monde applaudissait. Assise sur le sol, téléphone en main, je faisais défiler la haine. Chaque mot me blessait un peu plus. Puis, enfoui parmi toute cette cruauté, un commentaire. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi personne ne demande pourquoi elle est en serviette? Une simple phrase. Un inconnu avait vu ce que personne d'autre ne voyait. Je suis restée longtemps à regarder ce commentaire. C'était la première fois que quelqu'un posait une vraie question. Pas « qu'est-ce qui ne va pas chez elle ?» mais « que lui est-il arrivé ?» Ce commentaire a été comme une étincelle, dans le noir. Quelque chose a changé en moi. Je n'étais pas folle. Je n'avais pas tort. J'avais été jetée dehors, humiliée, calomniée. Mais je n'étais plus invisible.
Quelqu'un avait vu. Et si une personne pouvait voir à travers le mensonge, peut-être que d'autres le pouvaient aussi. Cette vidéo faite pour m'humilier était devenue une preuve, un point de départ. Gareth pensait m'avoir détruite quand il avait fermé la porte et éteint les lumières. En réalité, il venait de me donner une arme. Il m'avait filmé pour m'effacer, mais j'allais utiliser cette même vidéo pour qu'on me voie enfin. Pendant 3 mois, j'ai disparu. Pas de mises à jour, pas de publication, pas de réponse. C'était comme si j'avais disparu de la surface de la Terre. Et c'est exactement ce que je voulais. J'ai changé de nom, acheté un téléphone prépayé en liquide, utilisé de faux initiales dans les refuges, j'ai coupé mes cheveux, mis des lunettes, même modifié ma démarche. Je ne voulais pas que Gareth, ses avocats ou sa fausse compassion me retrouvent. Je ne fuyais plus, je me préparais. Une bénévole discrète du refuge, Linda, m'a remarqué. Elle ne posait jamais de questions, mais un jour, après m'avoir vu fixer le mur pendant des heures, elle m'a tendu une serviette avec un numéro écrit dessus. « Aide juridique », dit-elle, demande Naomi. « Et une thérapeute. Elle est bien. » J'ai appelé. Naomi n'a pas sourcillé quand je lui ai tout raconté. Elle a simplement hoché la tête et dit « On commence à construire à partir de là ». Elle m'a aidé à ouvrir. Un compte email privé m'a appris à collecter des preuves. De vieux emails où Gareth me menaçait. Des enregistrements vocaux de disputes, des relevés bancaires, montrant qu'il avait transféré notre argent commun vers son compte. Personnel juste avant de me jeter dehors. J'ai fouillé mon passé comme une scène de crime. Chaque mensonge, chaque menace, chaque sourire faux, documenté. Ma thérapeute, Janice, m'a aidé à cesser de trembler, à ne plus me blâmer. Tu as survécu à quelque chose à quoi tu n'étais pas censé survivre. Maintenant, souvenons-nous de qui tu étais avant qu'il ne t'efface. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas réagi aux nouvelles publications de Gareth parlant de guérison ou de passer à autre chose. Je n'ai pas bronché quand les gens commentaient toujours sous cette horrible vidéo. Ils ne savaient pas ce qui arrivait. Je gardais la tête baissée, j'apprenais le système, je lisais tout ce que je pouvais. Petit à petit, je me suis reconstruite. Plus intelligente, plus froide, concentrée, pas en colère, éveillée, tranchante, d'une façon qu'on ne m'avait jamais autorisée à être. Gareth pensait que j'étais partie, brisée, effacée. Mais pendant qu'il se dorait dans sa fausse compassion, moi, je rassemblais la vérité. Je ne m'effondrais pas, je devenais dangereuse. Et bientôt, le monde verrait ce qu'il avait tant essayé de cacher. J'ai attendu d'être prête, sans avertissement, sans annonce. Juste une vidéo discrète sur un nouveau compte TikTok. Une femme en serviette, pas de visage, pas de nom, juste ma voix, douce, stable, calme. En arrière-plan, une photo floue d'un carton d'invitation à notre mariage. Il m'appelait son ange, ai-je dit. Puis il m'a effacé. C'est tout. Je ne cherchais pas à devenir virale. Je disais simplement la vérité. Un morceau à la fois. Une autre vidéo. Un ancien email où il m'interdisait d'acheter une robe sans son approbation. Une autre. Un extrait audio où il riait et disait « Elle n'a rien sans moi ». Je l'ai fabriqué. Puis d'autres encore. Capture d'écran, documents, enregistrements, chronologie. Toujours réel. Toujours prudent. Je n'ai jamais dit son nom, ni le mien. Mais les gens ont commencé à écouter. Au début, les commentaires étaient sobres. J'ai mal au cœur. C'est arrivé à ma sœur. Pourquoi ces hommes ont-ils toujours le même ton? Puis un commentaire a tout changé. Attendez, c'est le même appartement que la vidéo de la serviette. Puis un autre. Oh mon Dieu, c'est elle. Cette vidéo de moi en serviette, pieds nus, suppliant le garde, avait tourné sur TikTok pendant des mois sans contexte. Mais maintenant, les gens ont commencé à assembler les pièces. Le même immeuble, la même voix, la même histoire. Le changement fut immédiat. La haine s'est transformée en indignation. Les gens étaient furieux, pas contre moi, pour moi. Des milliers de commentaires ont afflué. Je me souviens de cette vidéo. Je pensais que c'était une blague. Je suis désolée. Elle n'est pas folle, elle est survivante. Je n'arrive pas à croire ce qu'elle a vécu. Des femmes m'ont écrit. Certaines ont partagé leurs histoires. D'autres ont juste dit « merci ». Certaines ont dit que mes vidéos leur avaient donné le courage de partir, de parler ou simplement d'arrêter de se blâmer. En moins de 2 semaines, j'avais plus d'1 million d'abonnés. Et pour la première fois, je ne me sentais plus invisible. J'avais encore peur, j'étais encore en train de guérir, mais désormais, j'avais une voix. Et les gens écoutaient.
La même plateforme qui s'était autrefois moquée de moi était devenue l'endroit où je reprenais mon pouvoir. Je n'étais plus seulement la femme en serviette. J'étais celle qui racontait l'histoire. Il n'a pas fallu longtemps pour que le monde parfait de Gareth commence à s'effondrer une fois que les gens ont compris qui j'étais. La femme dans la vidéo virale en serviette. L'attention a changé de cible. Mais cette fois, ce n'était pas de la sympathie pour Gareth. C'était de la colère, pure, forte, inarrêtable. Les réseaux sociaux de son entreprise ont été inondés de commentaires. Vous soutenez des abuseurs. Où sont vos excuses? C'est cet homme que vous jugez digne de gérer les maisons des gens? Les investisseurs ont commencé à se retirer. Des partenariats ont été annulés. Son image soigneusement construite d'homme d'affaires, charmant et prospère de l'immobilier, a commencé à se fissurer. Puis j'ai posté la vidéo finale. Elle était courte, juste un extrait audio. La voix de Gareth, claire comme le jour, riant « Elle n'est rien sans moi, c'est moi qui l'ai faite ». Cela défilait sur un écran noir. Pas de musique, pas de montage, juste cette phrase, répétée une fois. Puis le silence. Ça a explosé. Les gens étaient furieux. La section des commentaires s'est embrasée. C'est cet homme qu'on croyait? C'est diabolique? Il mérite tout ce qui lui arrive. Puis est venu le vrai rebondissement. Sa maîtresse s'est manifestée. Je ne lui avais rien demandé. Mais je suppose qu'elle aussi avait ses limites. Elle a contacté un média et a remis des emails, des textos, des enregistrements privés, des preuves de magouille, de moquerie, non seulement à mon égard, mais envers ses clients, ses employés, et même envers elle. Les médias l'ont démoli, des gros titres partout. Les présentateurs passaient des extraits de mes vidéos TikTok en parallèle de ses interviews publiques où il souriait. L'histoire était trop choquante, trop réelle pour être ignorée. Gareth a tenté de faire une déclaration, un déni tiède avec de fausses larmes et des mots vagues comme « regret » ou « malentendu ». Mais plus personne n'y croyait. Même le vigile, Dean, celui qui m'avait filmé et avait ri pendant que je suppliais qu'on m'aide, a été viré, poursuivi en justice, publiquement nommé. Aucune entreprise ne voulait de lui. Son nom était désormais associé à l'humiliation, à la cruauté et à l'exploitation, tout comme celui de Gareth. Tout ce qu'ils avaient bâti sur mon silence s'effondrait maintenant que je parlais. Je n'ai pas crié, je n'ai pas insulté, je n'ai même pas montré mon visage, la plupart du temps. J'ai juste dit la vérité. Et la vérité était plus forte que n'importe quel mensonge qu'ils avaient raconté. Leur pouvoir venait du fait de me faire sentir petite. Mais ils ont oublié qu'une femme qui n'a plus rien à perdre devient quelque chose de complètement différent, inarrêtable. Le jour où je me suis tenue au tribunal et que j'ai entendu les mots « jugement en sa faveur », je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas souri. J'ai juste respiré profondément, calme, comme si je me réveillais enfin après avoir retenu mon souffle pendant des années. J'ai gagné le procès civil. Gareth a été contraint de me rendre tout ce qu'il avait tenté de garder. Nos biens communs, les comptes bancaires dont il m'avait exclu, la propriété dans laquelle il pensait que je ne remettrais jamais les pieds. J'ai tout récupéré. Pas parce qu'il me l'a donné, mais parce que je me suis battue, discrètement, prudemment, complètement. J'ai récupéré mon identité légale, mon nom, mes dossiers. Tout ce qu'il avait tenté d'effacer a été restauré. C'était comme recoller les morceaux brisés d'un miroir et enfin voir mon reflet clairement. Et puis, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, j'ai allumé la caméra et montré mon visage. Pas de flou, pas de cachette, juste moi. La même voix qui avait raconté mon histoire par fragments parlait maintenant clairement. Voici le visage d'une femme qui était censée disparaître. Cette vidéo est devenue virale instantanément. Mais cette fois, les commentaires étaient pleins de soutien, d'amour et de feu. Je me souviens de la vidéo de la serviette. Je n'arrive pas à croire que c'est elle. Elle a tout traversé et elle est encore debout, avec grâce. J'aurais aimé que ma mère ait une voix comme la sienne. Les interviews ont commencé à affluer. Podcasts, médias, tout. Le monde voulait en savoir plus. Pas seulement sur ce qui m'était arrivé, mais sur comment je m'étais reconstruite, comment j'avais refusé de me taire, comment j'avais utilisé ce même Internet qui s'était moqué de moi pour reprendre mon pouvoir. J'ai dit oui à chaque opportunité qui comptait. Pas parce que je voulais de l'attention, mais parce que je savais qu'il y avait d'autres femmes, en ce moment même, qui étaient effacées comme je l'avais été. Silencieuses, moquées, rendues invisibles, je voulais qu'elles sachent que survivre n'est pas une faiblesse,
que se reconstruire ne signifie pas faire comme si rien ne s'était passé. Ça signifie se tenir debout dans son histoire et dire « Je suis encore là ». Gareth m'a pris tellement, des années d'amour, de confiance, d'identité, mais il n'a pas gagné, parce que j'ai tout récupéré. Et bien plus encore, je n'ai pas seulement survécu. Je suis devenue la voix de chaque femme qui pensait que son histoire ne comptait pas. Et maintenant, elles savent qu'elle compte. Je suis entrée une dernière fois dans l'appartement. C'était calme, vide, froid. Rien à voir avec l'endroit que j'appelais autrefois ma maison. Gareth était parti depuis longtemps. Les meubles avaient disparu. Plus de faux sourires, plus de caméras, plus de mensonges. Juste du silence. Chaque pas résonnait. C'était ici qu'il m'avait crié dessus. C'est ici que j'ai supplié. C'est ici qu'il m'a poussée dehors, pieds nus, ruisselante, dans la nuit. Je suis allée dans la salle de bain. Le miroir était encore là. Pendant un instant, j'ai vu mon ancien reflet. La femme effrayée. Celle qui croyait que l'amour signifiait survivre. Celle qui était restée trop longtemps en espérant qu'il change. Mais elle n'existait plus. Puis je l'ai vue, accrochée derrière la porte, une serviette. La même que celle que je portais quand il m'a jetée dehors. Blanche, douce, innocente. Juste une serviette, mais elle contenait tant de douleur. Je l'ai décrochée, pliée soigneusement, avec des gestes calmes, et je l'ai placée dans une boîte étiquetée « Preuve », parce que c'est ce qu'elle était. Une preuve, un souvenir, un pouvoir. J'ai refermé la boîte doucement, et je suis restée là encore un moment, sans larmes, sans colère, juste en paix. La paix qu'on ne ressent qu'après avoir survécu à ce qui était censé nous détruire. Cette serviette représentait autrefois ma honte. Maintenant, c'est le début de mon histoire. Penses-tu que Chloé a eu raison de retourner une dernière fois dans l'appartement ou aurait-elle dû laisser ce chapitre complètement clos? J'aimerais lire vos avis dans les commentaires. Chacun vit sa guérison différemment. Et si les histoires de force, de justice et de résilience vous parlent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de ce qui arrive.